On accueille ensemble Gabriela Papadakis qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur Chalet Club. Alors, tu es championne olympique de danse sur glace en 2022. Je rappelle un peu pour ceux qui savent pas trop quand même. 5 fois championne du monde, 7 fois championne de France. Et tu sors un livre. Le livre est sorti jeudi qui s'appelle Pour ne pas disparaître. C'est aux éditions Robert Laffont. On va en parler ensemble de ce livre. Mais pour le petit pitch, tu te racontes, tu te livres, tu y écris ta vie. On plonge dans l'univers de la danse sur glace de haut niveau et de ses travers, je pense qu'on peut le dire. Sa dureté, sa violence, ses injustices, ses silences, son exigence, ses injonctions à la féminité. Bref, tu parles également de ta relation avec ton ancien partenaire Guillaume Cizeron. Et ma première question est... Comment ça va? Merci de me demander. Non, ça va. Ça a été évidemment très intense cette sortie de livre. Je suis en pleine tournée médiatique aussi, donc voilà. Mais c'est aussi l'aboutissement d'un travail que j'ai commencé déjà il y a longtemps. L'écriture de ce livre. Je suis aussi heureuse de pouvoir en parler, de pouvoir partager justement les idées que j'ai envie de partager, d'ouvrir les discussions que j'ai envie d'ouvrir. Donc c'est chouette aussi. Il y a un gros tapage médiatique autour de la sortie de ton livre, et notamment par rapport à ce que tu racontes sur ta relation avec Guillaume Cizeron. Est-ce que ça prend des proportions que tu avais envisagées? Oui, j'entends la polémique. Je comprends que quand on parle de choses difficiles, il y a toujours un retentissement et il y a toujours des gens qui s'y opposent et une certaine pression. C'est une pression d'ailleurs que je raconte beaucoup dans le livre. Maintenant, le livre en lui-même, il parle de beaucoup plus que ça. Il parle d'un système, il parle de toute mon histoire. La relation que j'ai eue donc avec mon ancien partenaire, c'est une partie de ce système-là, c'est un symptôme de ce système-là. Mais mon livre parle de beaucoup plus que ça, donc j'essaye justement de partager, de véhiculer cette idée-là. Alors justement, on sent beaucoup de souffrance. Il y a un parcours de vie qui est complexe, avec des événements qui sont forts, qui sont violents aussi. Tu grandis avec ta maman et ton papa est dans les parages, mais il est pas présent, il vit pas avec toi. Et puis bien sûr, il y a le patinage en fond que tu commences à 8 ans. Tu commences à former ce couple aussi avec Guillaume à l'âge de 8-9 ans. C'est bien ça, voilà. Et puis il y a la légèreté parfois de ce que tu es finalement. On te voit sur les plateaux, il y a du sourire, du rire. Est-ce que cette légèreté, c'est une protection quelque part pour toi aussi, pour mettre de côté ce qui a pu se passer de grave dans ta vie? Peut-être. Après, je pense que je suis une personne quand même de nature joyeuse et de nature légère et enjouée. Évidemment, j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles et j'en parle dans mon livre. Mais oui, en effet, peut-être que c'était une manière de justement pouvoir garder de la résilience et garder de la force et de pouvoir continuer. J'ai tellement aimé patiner que justement, il y avait une espèce de force qui venait de, je voulais pas me laisser abattre par ces choses difficiles-là. Je voulais pas que ça prenne le dessus sur ma passion et sur le fait de vivre de ce que j'aimais faire et je pense qu'en effet j'ai toujours gardé cette joie de vivre un peu en résistance contre ce que j'ai pu vivre. Surtout que toute cette prise de conscience, elle arrive quand même assez tard. Oui. Pendant longtemps, tu te rends pas forcément bien compte de ce que tu vis. Et c'est un peu aussi pour ça que tu écris ce livre. C'est pour que des jeunes filles s'en rendent compte peut-être avant et puissent dire stop. Exactement. Avant que ça devienne trop grave. C'est aussi ça le message. Je pense que oui, en fait, j'ai voulu écrire ce livre pour emmener les gens avec moi dans mon histoire et un peu pour montrer comment on se construit dans un système qui est donné, dans ce système-là, comment on se construit et pouvoir donner aux gens, donc d'abord aux adultes aussi, l'opportunité de se dire attends, qu'est-ce qu'on peut faire de différent maintenant qu'on comprend mieux ce que peuvent vivre les athlètes, ce que peut vivre une athlète dans ce système-là, qu'est-ce que je peux changer moi à mon échelle, et aussi pour les jeunes de se dire qu'ils puissent se rendre compte parfois de situations qui ne sont pas normales, qui sont pas acceptables et qui puissent eux avoir la conscience de dire non, de dire moi je veux autre chose, et donc j'avais envie, oui c'est ça, de pouvoir ouvrir ces portes de parole et ces portes de discussion là. Tu décris un milieu, pardon, je vais vulgariser, mais qui est pourri, hein. Enfin,
Moi, non, mais c'est votre compréhension. Non, bien sûr, mais c'est pas dit. Tu vois, dans ce que tu décris, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de lourd, de toxique, qui pèse quoi sur une vie. Clairement. Alors ça évidemment, ça fait partie de ta vie. Mais Alban, enfin toi, tu connais le milieu aussi, même si tu n'as pas fait de danse sur glace, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Je sais pas à quel moment ça a fait écho aussi chez toi. C'est sûr qu'en lisant le livre de Gabriela, je reconnais plein de choses réelles. C'est un milieu difficile, ça c'est certain. Le sport de haut niveau, par essence, c'est difficile. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas que le patin artistique, il n'y a pas que la danse sur glace qui sont des milieux difficiles, mais c'est difficile. On a beaucoup de pression. On a aussi 2 vies à faire rentrer dans une seule, parce qu'il y a souvent la scolarité, les amis, etc. Le patinage qui prend un temps fou dans une journée. C'est des journées d'entraînement. Donc, il faudrait vivre 2 vies. Et pour ça, on a besoin d'être entouré. J'ai eu la chance, moi, personnellement, d'être entouré, ma famille. J'ai eu des structures d'entraînement qui étaient saines, en tout cas au sein desquelles je me sentais vraiment très équilibré. Donc je suis pas parti loin, j'ai pas été déraciné jusqu'au bac. Je suis resté à Charleville-Mézières. Ensuite, j'ai fait mes études comme beaucoup. J'ai quitté la maison, mais avec toujours beaucoup d'aide. Et je suis reconnaissant vraiment pour ça, parce que ça m'a permis de vivre sereinement ma carrière et au final aujourd'hui d'avoir que des bons souvenirs. Néanmoins, c'est clair ce que raconte Gabriela. C'est extrêmement difficile et on a besoin d'être encadré, on a besoin d'être entouré pour vivre sereinement une carrière, ça c'est certain. Il y a pas assez justement de suivi pour les athlètes. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a fermé les yeux, qu'on a laissé passer, qu'on a tué? Ouais, en fait, moi, je rebondis sur ce que tu disais. C'est le sport de niveau, c'est difficile dans le sens où c'est exigeant. Et il y a une beauté là-dedans aussi. Moi, c'est pas de ça dont je parle. Au contraire, ça, je trouve ça très encourageant, très beau, justement, de dépasser ses limites, etc. Maintenant, moi, je parle plus des injustices qui existent encore dans le patinage, des personnes des agresseurs, par exemple, qui sont encore soutenus. Il y a tout un système qui protège des personnes qui ne devraient pas être au contact, par exemple, des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui empêche, au contraire, le bon développement dans un sport qui, justement, qui ne devrait être que comment on fait pour concilier l'école et le sport. Ça, c'est génial. Comment on fait pour dépasser toujours ses limites, pour aller au-delà de qui on est, etc. Et je trouve que voilà, il y a encore des barrières à pouvoir s'épanouir humainement aussi dans ce sport. Oui, et Gabriela comme moi, on a été dans une époque avant le scandale des violences sexuelles, avant les MeToo, et des problématiques au sein de la fédération, donc qui ont explosé au grand jour. Et tant mieux, parce que ça permet aussi de faire des évolutions. Il y a besoin de ces évolutions. Il y a même besoin d'une révolution. Il y a des évolutions, mais des fois peut-être pas un rythme pas assez rapide. Et puis dans les rapports hommes-femmes, on sait que, et tu t'en parles dans ton livre, il y a beaucoup à porter pour la partenaire, parce que il y a tout ce maquillage à prendre en charge. L'apparence, ça veut dire 2 heures de préparation supplémentaire par rapport aux garçons. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit pouvoir effacer. Je pense qu'en fait, surtout, c'est le double standard, moi, que j'ai envie de montrer, où en fait les attentes qu'on a envers les hommes et les femmes sont extrêmement différentes, et il y a une énorme part d'agentivité aux femmes qui ne leur est pas donnée. Donc il y a une espèce d'infantilisation et de contrôle qu'on met autour des femmes, qu'on met sur les femmes, qui est invisible de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, c'est des choses qui se ressentent beaucoup et qui se vivent énormément de beaucoup de personnes qui sont acceptées. Moi, je l'ai accepté pendant si longtemps, pendant tellement longtemps, et c'est seulement après avoir entamé un long processus de recherche, de recherche sur moi-même, de réflexion sur moi-même, sur mon sport. J'ai fait tout un processus thérapeutique qui m'a énormément apporté et qui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses que j'avais acceptées avant. Et maintenant que j'ai des discussions, j'ai des discussions qui sont très enrichissantes avec des femmes dans ce milieu-là, qui me disent, voilà, moi, oui, je vis la même chose, etc. Des femmes qui parfois disent, ah ouais, j'avais pas pensé avant, mais en fait, c'est vrai, et tout ça. Et j'ai beaucoup de messages aussi de soutien de plein de femmes dans mes messages sur Instagram qui me disent, waouh, tu mets des mots sur plein de choses que j'avais vécues dans le sport et qui parfois les a forcées à prendre leur retraite très jeune, et qui m'ont dit, j'avais essayé de passer à autre chose, etc. Et en fait, je me refais
comprendre, tu me donnes des mots sur quelque chose que moi j'ai vécu et que j'ai jamais pu vraiment aborder avant. Donc ça pour moi c'est pour ça que j'écris ce livre. Je veux que la parole, que les consciences se libèrent et qu'on puisse penser à un nouveau monde du patinage qui soit plus sain et plus égal et plus égalitaire. Comment tu penses que les choses peuvent avancer, évoluer ou changer si tu avais une baguette magique? Si j'avais une baguette magique, alors moi j'ai pas toutes les réponses. Moi en fait j'ai envie justement, je pense qu'il faut qu'on commence à parler, il faut qu'on commence à s'écouter, il faut qu'on commence à mettre en place plus de suivi de protection pour les athlètes, qu'on croie aussi les athlètes, les jeunes quand ils dénoncent des choses. Il faut qu'on protège les enfants aussi. Ça, c'est très important. Moi, j'ai fait des spectacles où, en fait, il y avait des jeunes filles de 12 ans qui étaient dans des vestiaires avec des adultes. Ça, pour moi, c'est très problématique. Il faut plus accepter ça. Il faut qu'on commence à dire non à certaines situations, à certains comportements qui sont plus acceptables. Justement, je voulais vous faire réagir. On a interviewé Romain Genauer, qui est votre ancien coach, avec Guillaume, qui est désormais l'actuel coach de Guillaume Cizeron et de Laurence Fournier-Baudry. Il a réagi justement à ce que vous dites sur le milieu du patinage. On l'écoute. Je trouve personnellement que le rapport de Gabriela sur son expérience, de mon sens, me paraît un petit peu exagéré par rapport à la réalité de ce qu'elle a vécu de l'extérieur, mais j'accepte et je respecte son point de vue et c'est sûr que voilà, il faut rester vigilant et il faut pas dénigrer et dire tout est bien, mais voilà, il y a beaucoup de choses que je ne reconnais pas quand même. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette réaction, quand il dit qu'il y a beaucoup de choses que tu ne reconnais pas concrètement? Il dit que tu exagères, en fait. Oui, en fait, Romain et moi, on a des expériences très très différentes dans ce sport. Il a son expérience, moi j'ai la mienne. Moi j'ai écrit un livre sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu. J'ai documenté en fait mon expérience plus que vraiment donner mon opinion. Je laisse aussi les gens de faire leurs propres conclusions en lisant ce qu'ils lisent. Voilà, moi j'ai écrit mon livre, je me suis concentrée là-dessus, je l'ai fait avec honnêteté, je l'ai fait avec sincérité. Les gens s'en font leur propre idée une fois qu'ils l'ont lu. Tu regrettes des choses sur ton parcours, justement, de pas avoir de pas avoir eu les clés pour parler? Moi, je pense que, comme je l'écris aussi, je voulais vraiment analyser un système. Je pense qu'on est tous des parties, parfois des symptômes d'un système. On se construit, on comprend sa réalité en fonction de la place qu'on a dans ce système-là. Moi, j'aurais pas pu faire autrement parce que j'avais les clés que j'avais les outils que j'avais à l'époque où je les avais. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Tout le monde a fait comme il a pu. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie d'écrire dans mon livre aussi. Tout le monde, chacun part avec les cartes qu'il a. Et moi, ce que je remets en question, c'est ni mes actions ni les actions des autres. C'est plus un système. C'est plus comment on fait pour changer ce système-là, pour améliorer les choses pour tout le monde, pour éveiller les consciences. Moi, en effet, la prise de conscience que j'ai eue, elle s'est faite très très tard dans ma vie. Et je sais bien que les gens ne sont pas tous au même rythme, qu'on ne sort pas. Voilà, on n'apprend pas tous les choses au même rythme. J'étais dans le déni de mon expérience pendant très très longtemps et je peux comprendre que d'autres personnes restent dans ce déni-là aussi. C'est vrai que la prise de conscience, elle met du temps à venir, même pour ceux qui sont dans ce milieu-là. On a vu il y a quelques mois une vidéo qui a fait beaucoup réagir de Alex et Maya Shibutani, qui sont un couple aussi, qui sont frères et sœurs, ils patinent ensemble. Et dans la vidéo, il était très insultant avec elle, il lui a dit des mots très durs. Et les gens étaient très étonnés de voir que ça puisse exister à ce point-là. Voilà, l'emprise qu'un partenaire peut avoir sur l'autre. Et donc c'est vrai qu'on est encore loin de réaliser tout ce qui peut se passer. Et donc ça fait partie aussi de cette prise de conscience. Et malheureusement d'autres exemples encore plus dramatiques avec Alexandrovskaya qui était championne du monde junior pour l'Australie qui s'est suicidée. Il y a eu la championne de Russie junior qui a fait une fugue, qui a disparu pendant plus de 24 heures suite à une dispute avec son entraîneur. Donc voilà, c'est lourd des fois.
C'est effectivement là, il y a d'autres choses très lourdes dont vous parlez aussi dans ce livre. Ce sont les 2 viols que vous avez subis. Je me permets de mettre des mots dessus parce que vous parlez de l'importance des mots dans ce livre. Et en fait, c'est des mots que tu n'arrives pas à mettre presque dessus, que tu ne mets pas. Mais ce sont ces mots-là, c'est la réalité. Ces viols-là, est-ce que, comment dire, aujourd'hui, comment tu t'es reconstruit avec ça? Est-ce que tu as cette impression, en tout cas, que ça a influencé aussi ton rapport aux hommes? Non, ça n'a pas influencé mon rapport aux hommes. Mais je pense en fait que surtout, ce que ça a fait, c'est que ça m'a peut-être déconnecté de moi-même, déconnecté de mon corps. Et paradoxalement, ça m'a presque, grâce à cette dissociation, c'est presque comme si j'avais eu des outils pour survivre parfois des situations après qui n'étaient pas saines, parce que comme j'avais eu, on va dire, comme j'avais évolué dans un milieu, en plus en vivant ça, ça m'avait donné presque ce mécanisme de défense, de dissociation qui faisait que ça m'a pris longtemps à prendre conscience d'autres situations après qui n'étaient pas non plus acceptables, alors peut-être moins graves, mais quand même inacceptables. Et c'est au travers d'un processus de thérapie où j'ai commencé à reprendre conscience de mes émotions, de mon corps, etc., que j'ai commencé à vraiment pouvoir avoir conscience des dynamiques relationnelles que je vivais à ce moment-là, donc à l'époque, il y a quelques années, et qui elles non plus n'étaient pas, même si bien évidemment pas si graves, n'étaient pas saines pour moi. Donc je dirais que c'est presque l'inverse. Tu as ou tu vas porter plainte? Ça m'appartient. Ok. T'as patiné donc pendant presque 20 ans aux côtés de Guillaume Cizeron, que tu connais depuis que tu es toute petite. Vous avez formé un magnifique couple sur la glace qui a connu le succès, les plus grands succès. Et c'est vrai que, évidemment, il y a ce tapage médiatique autour de ce que tu racontes concernant ta relation avec Guillaume et surtout concernant son comportement. Là aussi, est-ce que quand tu vois ce qui ressort, ce que l'on garde forcément de ça, parce que je suppose que les gens s'étonnent, parce qu'on ne peut l'envisager aussi, sa réaction à lui aussi, forcément, dans les médias, ils trouvent que ce sont des propos forcément qui sont diffamatoires. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Est-ce que tu as l'impression là encore que ce sont juste 2 perspectives différentes? Bah moi en effet j'ai écrit mon livre au travers de mon expérience. Donc qu'il en ait un vécu différent, je l'entends complètement. Mais moi, c'est pas le livre, je l'ai pas écrit contre lui, je l'ai pas écrit à propos de lui. Moi, j'ai simplement écrit mon parcours. On a tous des expériences, des perspectives très différentes au vu de situations données. Maintenant, je pense que ce qui choque les gens aussi beaucoup, et je pense qu'il est important de le montrer, c'est que des relations qui ne sont pas saines, des choses peuvent se passer sans que personne ne puisse le voir. Et c'est ça que j'ai essayé d'écrire dans mon livre aussi, c'est comment voir des signaux, comment voir les choses quand elles sont si cachées et si protégées. Et j'entends que ça puisse faire du bruit, mais malheureusement, c'est encore des expériences qui sont très communes. Moi, encore une fois, j'ai des messages tous les jours qui m'écrivent t'as raconté mon histoire en fait, t'as raconté ce que j'ai vécu et merci pour ça. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu cette carrière justement qui fait que je peux écrire un livre qui l'ait lu et que je puisse comme ça donner la voix à plein de personnes qui n'ont jamais pu en parler en fait. Et est-ce que tu as envie d'aller plus loin en ayant des projets en ce sens-là pour faire évoluer ce sport
que malgré tout tu continues d'aimer profondément. Bah oui, bien sûr. On t'a vu patiner avec Madison Hubble, une autre femme, pour montrer que voilà, il n'y avait pas forcément toujours besoin d'un garçon pour faire de la danse sur glace. Il y a d'autres projets qui vont aller dans ce sens pour faire évoluer le sport. Ouais, j'aimerais beaucoup. En fait, comme tu dis, j'adore le sport et j'aurais pas écrit ce livre-là si je l'aimais pas, parce que voilà. Et oui, je fais partie aussi d'une compagnie de spectacle qui est basée aux États-Unis, que j'aimerais aussi amener en France, qui fait qui essaie de faire évoluer le patinage à sa façon dans des spectacles, développer le côté artistique du sport, et puis j'aimerais aussi pouvoir développer cette conscience-là, de continuer à parler, continuer à avoir des discussions, aussi parler de la relation que j'ai eue avec mon ancien partenaire. Comment on fait pour avoir des relations saines? C'est des relations qui sont très compliquées, où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses qui se passent. Comment on fait pour donner aux jeunes des outils pour avoir ces relations-là de manière saine, pour pouvoir s'épanouir. Donc ça, c'est plein de choses qui dans des schémas. pas tomber dans des schémas façonnent. qui sont presque écrits pour nous Est-ce que d'avance. tu as le sentiment justement que vous êtes tous les deux en fait victimes d'un système? Oui, absolument. C'est ça que j'essaie d'écrire dans mon livre. En fait, c'est pas un livre de reproches, c'est un livre qui explique comment on se façonne dans un système, comment on devient des symptômes d'un système. Donc moi, si je suis un symptôme d'un système, mon ancien partenaire l'est aussi, mais les entraîneurs le sont aussi, les gens de la fédération le sont aussi. Donc c'est surtout ça que j'essaie de mettre en lumière. Mais tu conçois, que ça puisse le toucher à ce point-là? Je le conçois, mais j'ai aussi moi écrit ce livre pour m'émanciper de ce milieu-là, de cette relation-là, et sa réaction lui appartient. Il y a une mise en demeure justement initiée par Guillaume Cizeron. Suite à ça, la NBC a décidé de ne pas te faire commenter les Jeux de Milan-Cortina que tu devais commenter du 6 au 22 février. Forcément, tu as déclaré ressentir de l'injustice. Je suppose que c'est toujours ton ressenti actuel. Oui, c'est triste parce que moi, ce livre, j'y travaille depuis septembre 2024, donc ça fait déjà longtemps qu'il est lancé. NBC était au courant, ils avaient lu le livre, ils voyaient pas de problème à ce que je puisse commenter les Jeux. Ils m'avaient demandé si j'étais capable de faire preuve de neutralité. J'ai dit oui, parce que c'était un travail qui m'importait beaucoup. Et finalement, sous les pressions un peu médiatiques qu'il y a eu après cette mise en demeure, ils m'ont dit on te soutient, on est derrière toi, mais malheureusement ça compromet ta perception en tout cas de neutralité, et c'est quelque chose qui est très dommage, et en même temps ça montre aussi que les gens qui prennent la parole se mettent en danger et peuvent perdre beaucoup. Je m'y étais préparée, je sais que quand on dénonce certaines choses, certains systèmes d'oppression, il y a toujours beaucoup de résistance, donc je savais dans quoi je me mettais les pieds malheureusement, mais c'est toujours difficile évidemment de réaliser l'ampleur de cette résistance et de ces mécanismes de silenciation malheureusement. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Je vous conseille de le lire parce que on y apprend beaucoup de choses, en tout cas de ton histoire et de la face cachée, un peu de ce que peut être le sport de haut niveau. Gabriella, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites ou que tu n'as pas voulu dire parce que c'était trop? Il y en a. Oui. Il y en a. Donc, mais il y en a, mais l'essentiel, tout l'essentiel est dans mon livre. Qu'est-ce que tu as envie de faire et dans quoi tu as envie de t'investir là maintenant? Ouais. Dis-nous. Comme j'ai dit, moi je fais partie d'une compagnie de spectacle, donc que j'aimerais justement pouvoir emmener en France et pouvoir continuer à développer en tandem avec bien sûr le directeur de cette compagnie-là, avec qui je m'entends très bien. J'ai envie de pouvoir continuer à exister dans le milieu du patinage et à faire partie d'un certain changement, et puis continuer de créer à côté d'autres choses, du patinage,
personnages, écrire plein de choses, moi qui sont importantes pour moi et qui me font beaucoup plaisir et dont je suis passionnée. Donc on verra. Et, y compris dans le système des compétitions, t'as chorégraphié Laurine, par exemple. T'as envie d'avoir aussi d'autres projets, toujours dans... Ouais, bien sûr, j'adore chorégraphier, que ce soit pour des compétitions, que ce soit pour des spectacles. Moi, je trouve aussi que j'aimerais développer le patinage de spectacle aussi, parce que c'est, pour l'instant, voilà, le patinage c'est beaucoup centré sur les compétitions et pour moi c'est aussi une forme d'art, un médium qui est si intéressant et sur lequel on peut faire beaucoup de choses et qui est peu développé en ce moment. Donc j'aimerais aussi exister dans les deux. Il y a les championnats d'Europe qui se déroulent en ce moment. Est-ce que tu suis encore le patinage? Est-ce que tu regardes les compétitions? Alors j'ai regardé énormément. Bien sûr, évidemment, sur Eurosport. Je regardais beaucoup évidemment vu que j'étais commentatrice et consultante sur NBC. Là évidemment vu que je sais que je vais plus au jeu. Je regarde un peu moins. Bon, oui. T'as le droit. Je suis occupée en ce moment, mais évidemment que je suis ce qui se passe. Je suis très passionnée encore, donc ouais. Un petit coup de cœur. Rassure-moi, tu gardes de beaux souvenirs quand même de tout ce qui s'est passé, notamment de la réussite aussi avec Guillaume. Bien sûr. Ben en fait, moi c'est ça aussi, c'est que moi en fait je fais partie des personnes chanceuses aussi de ce système-là parce que j'ai eu la carrière que j'ai eue en fait et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je veux pas qu'on retienne seulement les mauvais côtés, je veux qu'on retienne en fait pourquoi j'ai tant aimé ce sport et pourquoi j'ai envie de le défendre aujourd'hui en fait. Parce que moi il m'a apporté tellement ce sport-là. J'ai tellement vécu de choses magnifiques que je me dis j'ai envie que les générations futures puissent vivre ces choses-là sans les choses négatives en fait. Est-ce que c'est difficile pour toi malgré tout, de voir Guillaume patiner avec une autre partenaire parce que vous avez patiné des années ensemble et connu les plus grands succès? Est-ce que ça reste difficile? Je veux dire, c'est une relation qui a duré très longtemps. Maintenant, cette relation, elle est terminée depuis plus d'1 an et demi déjà. On fait chacun nos chemins. Il fait sa vie, je fais la mienne. Après, les relations, c'est toujours complexe, compliqué. Moi, je me concentre principalement sur la mienne et sur ce que j'ai envie de faire. Donc tu ne les regardes pas? Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais justement, tu réponds pas à ma question parce que je conçois, mais c'est pour savoir si soit tu peux choisir de pas regarder parce que pour X ou Y raison. Moi, j'ai regardé puisque j'ai commenté la finale des Grands Prix avec NBC. Donc voilà, quand vu que c'est mon travail, en tout cas c'était mon travail, je regarde en tant que commentatrice et consultante. D'accord. Eh bien, merci, Gabriela Papadakis, d'avoir été avec nous. On rappelle la sortie de ton livre. Il est sorti jeudi. Pour ne pas disparaître, je vous le remonte. Voilà, on y apprend beaucoup de choses. C'est pas toujours facile parce que il y a des choses qui sont difficiles aussi dans ton parcours. Voilà, tu t'es livré. Et ça vaut le coup d'être lu. Donc, et merci vraiment pour ton témoignage. Merci aussi Anne Boyer, Alban Préaubert d'avoir été avec nous parce que je rappelle qu'il va falloir aller bosser maintenant. On discute. De groupe. Il y a les championnats d'Europe. On file sur le programme libre avec Nika Egadze, qui est en tête devant deux frères estoniens, les Selevko, et ça peut encore bouger parce que les écarts sont pas très grands, donc on va aller voir ça tout de suite là, on file. Et on rappelle qu'à 19h25, c'est ça? C'est le début de également sur la danse sur glace, le programme libre avec pareil les médailles qui seront distribuées et pour l'instant Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry sont en tête, donc peut-être un titre à la clé pour l'équipe de France. Comment vous avez déjà envisagé, Gabriela, vous aussi et votre famille plutôt, s'il y a un succès pour Guillaume olympique, est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire du mal aussi ou au contraire on se réjouit de tout ce qui peut se passer de bon, y compris pour lui malgré les difficultés de votre relation? Comme j'ai dit, moi, je fais ma vie, je vis ma vie, je me préoccupe pas trop. Je me concentre aussi. Il n'y a pas la même relation, exactement. Enfin, bref, mais surtout, moi, j'ai aussi déconstruit un peu mon rapport au succès, mon rapport à la victoire. Moi, je vis mes victoires maintenant aujourd'hui comme j'ai envie de les vivre et comme j'ai envie de les redéfinir. Donc.
Ouais, et les victoires sont ailleurs. Merci beaucoup. Encore une fois, Gabriela Papadakis.